Le professeur Beru, qu'on ne présente plus ici, président d'honneur de ce congrès depuis le début, à l'origine du Gérontopole, extrêmement impliqué dans la vie politique et qui va nous donner des éléments de vision très intéressants pour l'avenir. Je vais essayer. Merci beaucoup aux fidèles organisateurs, contre vent et marée, et malgré les changements d'horaire jusqu'à la dernière minute. Voilà. On se sent toujours très, très bien accueilli dans ces journées. C'est peut-être ça l'art du management, c'est la bienveillance en fait. EHPAD à domicile. Alors c'est une question, je vais essayer de décrire un peu la situation pour que vous en perceviez évidemment les avantages, mais aussi un peu les freins et ce que l'on doit surmonter si on pense que c'est vraiment un modèle qu'il faut soutenir. Parce qu'on n'est pas obligé de penser que l'EHPAD à domicile, c'est mieux que le reste. Voilà, on est encore dans une question. Alors, donc la situation aujourd'hui, c'est celle de l'EHPAD. Avantage de l'EHPAD, une certaine sécurisation, un travail pluriprofessionnel, la capacité d'une prise en soins et d'accompagnement de situations très différentes, parfois qui ont entraîné la rupture avec le domicile devant les difficultés des aidants en particulier, mais pas que. La capacité à faire travailler des professionnels entre eux, de formations différentes, de retrouver un cadre général d'organisation qui sécurise les professionnels, qui permettent également d'affronter des crises particulières. On pourrait peut-être se dire entre nous, il n'y a pas de journaliste, bravo. Ah, il y a une journaliste. Bravo, on a super bien bossé. On a fait des choses fantastiques. On s'est retrouvé avec des injonctions complètement contradictoires avec notre éthique, avec ce que nous portions, avec même ce que les sages nous imposaient. La sacro-sainte liberté devenait un danger. On a tenu. Les personnes s'en sont bien sorties. On va dire quelque chose de politiquement incorrect. Les patients agités ayant des atteintes frontales antérieures ont été calmés par le confinement. Ils étaient heureux du silence qu'il y avait dans les couloirs. On a diminué la prescription des sédatifs. Le confinement a des vertus. C'est complètement incorrect. Mais n'empêche, on l'a tous constaté. La sacro-sainte stimulation cognitive obligatoire pour tous du matin jusqu'au soir, on en est un peu revenu quand on a vu les améliorations cognitives de gens qui arrêtaient d'être stimulés. Donc, c'est une pièce de monnaie avec deux faces. La face négative, je n'ai pas besoin de en faire une tartine, parce que de toute façon, vous ouvrez un journal, vous avez ce qu'il faut. Le courage des professionnels, il va bien au-delà de ce que l'on dit dans les journaux. C'est-à-dire qu'au mois de mars et au mois d'avril, quand on rentrait du boulot, eh bien, arrivé chez soi, on se déshabillait, on prenait une douche avant de serrer la main de ses proches. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Les syndromes de stress post-traumatique des soignants qui avaient été déjà décrits en Chine au moment du SRAS, du MERS, et qui a été redécrit avec la crise du Covid, on l'a connu. Et il y en a encore aujourd'hui, d'ailleurs, qui sont encore avec des insomnies, etc. Et ça, on n'en parle pas. Donc, bravo. Bravo aux combattants de l'ombre. Bravo à ce travail qui a fait qu'on a su contenir l'infection. Oui, on a su soutenir les proches. On a su s'adapter à une ouverture des visites progressives. Tout le monde a pataugé, mais on a fait ça avec une grande conscience professionnelle. Et ça, c'est aussi une leçon qui nous montre que l'EHPAD est un système qui résiste bien, même dans la tempête. Et ça fait partie des points positifs de l'EHPAD.
Bon, il y a des points négatifs dans l'EHPAD, c'est notre difficulté à tous à personnaliser suffisamment les soins, ou en tout cas, peut-être, à faire comprendre et sentir à la personne elle-même qu'on personnalise. Parce que quelquefois, on personnalise les soins, mais on a du mal à le faire savoir, et que la personne se sente véritablement dans une prise en charge personnelle. Et puis, avec les proches. C'est surtout ça, le grand reproche. Et puis, parfois, des manières de faire qui correspondent voilà, à une institution qui travaille pour elle-même, parce que c'est une tendance naturelle qui nous sécurise, et qui, parfois, est mal ressentie. Le domicile. L'avantage du domicile, c'est le lieu des souvenirs, le lieu de l'attache psycho-affective, les bons vieux meubles qui sentent la cire et les années et qui nous font penser à la vieille tante qui a donné l'armoire normande et à l'oncle que l'on adorait qui a donné le buffet Henri II. Il aurait pu faire autre chose parce que c'est vraiment moche. Mais il y a quand même des inconvénients du domicile. Et on va les retrouver quand on va essayer de décrire les freins à l'EHPAD à domicile. Ils vont revenir, tous les freins du domicile. Alors, et puis, qu'est-ce que le domicile ? Parce qu'en fait, la résidence autonomie peut être considérée comme le domicile, une colocation peut être un domicile, l'accueil familial est considéré comme un domicile, et la loi Allure de 2014, qui a été révisée en 2017, promeut les expérimentations du domicile. On a eu tout un comité psychiatrique au ministère sur le domicile de demain pour les patients psychiatriques âgés. Et là, en fait, on a ressorti la loi Allure sur toutes les possibilités. Aujourd'hui, les possibilités sont surtout utilisées, en fait, pour accueillir à leur domicile des personnes âgées qui sortent de réclusion pénitentiaire. Pratiquement 90% des places sont utilisées pour cela. Ça peut vous sembler curieux, mais voilà. Il y a en fait des patients qui ont des pathologies psychiatriques qui sont en centrale, et quand ils ressortent, voilà. Mais on pourrait les utiliser autrement, il y avait peut-être d'autres choses à faire. Donc le domicile, c'est les domiciles. De quel domicile parle-t-on ? Alors pour simplifier le modèle, on va dire c'est la maison habituelle de la personne ou l'appartement, voilà, individuel, familial. On va rester sur ce modèle. Mais il faut savoir que si on traite la question sur le plan juridique, il y a les domiciles qui surviennent et ça complique un peu le modèle. Alors, je vais vous raconter une histoire avec de la lumière et de l'ombre. La Suède. Alors la Suède, en fait, il y a une vingtaine d'années, au sein de la Karolinska Institute, a réfléchi sur prise en charge de la personne âgée et a décidé de faire la grande révolution, il y a une dizaine d'années, en disant qu'il n'y avait plus aucune différence entre institution et domicile. La prise en charge est la même, les professionnels sont les mêmes, le système est le même. Et tout le monde dit « Ah, ce modèle nordique encore, c'est fabuleux. Faisons comme la Suède. » À tel point, c'est que l'Assemblée européenne, je crois que ce n'est pas le Conseil de l'Europe, c'est, je ne sais plus le nom, a demandé à la Suède de promouvoir une norme européenne. Et cette norme avait comme titre « Care in the Elderly », avec « care » sous tous les aspects qui dépassent le « cure ». Et cette norme a été discutée pendant 7 ans. Et à l'époque, je présidais la commission des normes AFNOR pour les normes internationales. Et donc, on a travaillé 7 ans sur Care in the Elderly avec tous les pays européens. Et on avait un groupe de travail, France, pour travailler là-dessus. Je vais faire bref, parce qu'il y a plein de choses à dire. Je pourrais vous occuper toute la matinée avec ça. Il y avait autour de la table tous les syndicats, les professionnels, les représentants des ministères, de l'HAS, etc., etc. Voilà. Une foire à l'empoigne, mais pas possible. Personne de d'accord. Et au niveau européen,
le plus petit dénominateur commun éventuellement qui a pu peut-être passer, et la norme n'est pas encore votée. Elle s'appelle TC 449 pour les intimes. Et en tout cas, tout le monde se disait quand même, c'est fantastique ce qui se passe en Suède, pourquoi on n'y arrive pas? Alors nous, c'est vrai qu'on a un modèle qui est social et sanitaire, avec la difficulté de croiser les deux, et donc on était un peu embêté avec cette norme, parce que ça voulait dire que tout simplement on mettait par terre notre organisation, mais que, voilà, en gros, c'est si l'ARS avait réussi à réunir le social et le sanitaire, si le projet de Roselyne Bachelot de l'HPST avait réussi avec l'ARS. Dans ce cas-là, on avait fusion des deux. Voilà. Disparition des départements, selon le rapport Balladur. Voilà, un autre monde, une autre histoire. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, c'est un peu inatteignable. Et puis, deux exemples négatifs, suédois, qui sont associés à ça. Le premier, qui peut vous sembler un peu à distance, c'est l'idée de construire le grand hôpital moderne, non pas sur l'île de Nantes, de Karolinska Institute Hospital. Et là, c'est pour, en fait, le verbiage est le même, un pôle de ressources d'excellence pour pouvoir traiter des maladies lourdes et rares avec des soins coûteux et innovants, l'expertise à toutes les lignes. Et un investissement majeur, financier, pour ce grand hôpital de demain. Évidemment, quand on vous parle d'expertise, de soins coûteux et rares, de la science, on sous-entend, on ne le dit pas, hein, mais ce n'est pas pour les vieux. Il ne faut pas rigoler, hein, on est entre gens sérieux. On parle d'expertise. Moralité, après 3 ans d'ouverture, l'hôpital est vide. Parce que comme ils refusent les vieux, en fait, et comme il n'y a que les vieux qui sont malades, il n'y a pas de malades. Et les vieux cherchent une place à l'hôpital et ils n'en trouvent pas. Et l'hôpital dit, mais on n'est pas fait pour vous. Vous êtes dans le système des vieux. Système intégré, ville, institution, système clos, le système des vieux. C'est super bien organisé pour les vieux, c'est pas chez nous. Et alors, comme il n'y a pas de malades, évidemment, il y a un trou budgétaire abyssal. Et le gouvernement se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de cet hôpital? Il nous coûte très cher, il n'y a pas de malades dedans. Il y a plein de professeurs qui font des papiers, sans malades. Il faut faire attention quand on fait un hôpital sur une île. On peut se retrouver la tentation d'une île. Alors, deuxième exemple, la Suède pendant la crise du coronavirus. Le plus fort taux de mortalité des personnes âgées en Europe. Il n'y a que 9% des personnes âgées atteintes du Covid qui ont eu le droit de rentrer dans l'hôpital. Et aucune d'entre elles en réa. Parce que le système est super bien fait. Hôpital, institution, ville, c'est organisé, c'est tiré au cordeau. Ici, c'est le lieu des vieux. Et donc, ils ne doivent pas sortir de là. Et quand on est dans sa maison de retraite ou à domicile par la même organisation, on doit y rester jusqu'à la mort. On ne bouge plus. En plus, on risque d'infecter les autres. Alors, ça montre en fait la difficulté d'avoir un système qui soit bien organisé sans que ça devienne une abbaye de Thélème qui exclut. Quel modèle d'EHPAD à domicile? En fait, il y a 2 modèles, un peu partout. Il y avait aussi une autre norme qui était sur ISO, et donc là, il y avait tous les pays. Et il y avait 2 modèles intéressants. Il y avait le modèle de l'Australie et le modèle de la Corée du Sud. En fait, soit
l'EHPAD est le modèle d'organisation et a une extension de son activité vers le domicile. Donc finalement, le directeur de l'EHPAD devient le directeur territorial de tous les vieux qui sont autour à domicile, avec des équipes mobiles qui y vont et d'autres qui ne sont pas mobiles. C'est un premier modèle, avec un EHPAD qui devient un pôle de ressources gérontologiques de son territoire, et ça a plein d'avantages. Je peux vous en faire la promotion quand vous voulez. Soit c'est la ville qui se structure de telle manière qu'elle fait un travail de type EHPAD. Dans ce cas-là, on a des médecins adorant la gériatrie, mobilisés, mobilisables, avec une continuité, des infirmières qui sont la nuit, formées à la gériatrie, des équipes riches, pluridisciplinaires, avec des ergots, des ASG, qui font un travail à domicile, en capacité de pouvoir prendre une personne qui a des troubles du comportement, etc., etc., etc. Donc finalement, une ville qui s'organise pour faire ce travail important. Ce sont les deux modèles. Alors, quels sont les freins, en fait, du domicile? Premièrement, c'est évidemment la maladie que présente la personne âgée. C'est-à-dire que s'il n'y a aucune maladie, on ne se pose pas de la question, évidemment, d'un soin de type EHPAD. Et si c'est une maladie, on sait bien qu'à 95%, ce sont des troubles cognitifs ayant une prépondérance exécutive, qui les met en difficulté de relation avec leur milieu et leur entourage. Je ne parle pas de dire c'est Alzheimer ou machin, etc. En fait, on s'en fiche de ça. Ça occupe les neurologues. Ce qui nous intéresse en tant que gériatre, c'est les fonctions exécutives. C'est le socle commun de toutes les entités nosologiques. Qu'on soit vasculaire, Alzheimer et ce qu'on veut, on se pose une question de son adaptation au domicile à partir du moment où on a des troubles exécutifs. Mais ces troubles exécutifs qui vont mettre en danger dans son milieu est en même temps la cause, ce sont les causes essentielles de l'entrée en EHPAD. Donc, on pose comme question, oui au domicile, de l'EHPAD à domicile, à condition qu'on puisse prendre en charge les fonctions exécutives. Déjà, qu'on sache que ça existe, qu'on soit formé pour. Le deuxième, c'est le problème ou l'avantage de l'aidant, avec plusieurs dimensions dans l'aidant. Être aidant, c'est pas très facile. OK. Quelquefois, on se retrouve aidant à un âge où on a plutôt envie de se reposer et pas forcément d'être aidant. Être aidant, c'est un véritable métier pour lequel on n'a pas de formation. Être aidant, c'est un métier pour lequel il n'y a aucune reconnaissance, ni sociale, ni avantage. Poser la question du développement de l'EHPAD à domicile, c'est poser la question de la reconnaissance de l'aidant, dans toutes ses dimensions. Alors, il ne s'agit pas de donner un salaire, parce que sinon on va se retrouver évidemment avec la concurrence avec l'emploi, mais il faut quand même qu'on sorte de l'ornière et qu'on imagine une reconnaissance sociale de l'aidant, de couverture, etc. Surtout que l'aidant est une aidante et que les personnes âgées, les plus pauvres, les plus en difficulté sur le plan financier, ce sont les femmes. Donc non seulement la personne, elle est fragile, mais en plus, elle a plus de boulot et aucune reconnaissance. Donc là, on est un peu dans une spirale descendante. Et si on veut que l'aidant puisse être cette garantie du domicile dans le cadre d'une EHPAD à domicile, eh bien, il faudra qu'on en passe par là et puis qu'on discute avec les syndicats sur bénévolat et emploi. Même si ça doit castagner un peu, voilà. Il paraît qu'il ne faut plus faire des Grenelles, il faut faire des Ségures, mais allons-y. Pas un problème, ça. Et puis, n'oublions pas quand même une réalité. ALMA, qui est une association de recueil des plaintes sur la maltraitance, 70% c'est à domicile. Et qui est le maltraitant? C'est l'aidant qui dépend financièrement de l'aider. Et donc, poser la question de l'EHPAD à domicile, c'est quand même repérer quand même une situation
qui peut être en danger. Il est 42, j'ai encore 8 minutes. C'est ça? C'est ça, si on accepte qu'il n'y ait pas trop de questions, du coup. Donc 2 minutes. Donc 2 autres points. L'architecture du domicile. Je l'évoque, point, comme ça, sans le développer, mais on comprend bien que tout domicile n'est pas forcément approprié à une situation de soins d'EHPAD. Et puis, peut-être pour parachever, une idée générale, un peu à titre de conclusion. Aujourd'hui, les EHPAD à domicile, ce sont des expérimentations qui fonctionnent dans un contexte donné. On vient d'en voir un très bel exemple. Mais finalement, peut-être que c'est ça l'avenir de l'EHPAD à domicile. Évitons de faire un système clos et bien construit qui soit un système d'exclusion. Là où il y a des acteurs qui peuvent mettre ça en route, aidons-les. Là où des médecins, peut-être en cabinet de maisons pluriprofessionnelles, sont en aptitude et en désir et en formation de faire cela, aidons-les. Mais ne créons pas un système qui va forcément être au bénéfice des institutions in fine, parce que c'est le plus facile. Et donc, ça sera l'EHPAD qui va gérer finalement les services, et on aura un système clos. Parce que ça m'étonnerait que ce soit la ville qui gère l'EHPAD. Et donc, je pense que l'EHPAD à domicile, c'est une construction qui est faite d'une rencontre et d'une volonté politique. Non pas une volonté qui impose, mais qui soutient. Voilà. Merci pour votre attention. Merci, professeur Berru. Est-ce que vous avez des questions? Je vous rappelle, vous pouvez vous déplacer sur les 2 micros. Allez-y, Madame Roy. Du coup, il ne faudra pas qu'il y ait de regrets parce qu'il ne reste plus longtemps. Hein. Bon. Du coup, une question, juste peut-être pour vérifier la compréhension, entre les 2 modèles et les 2 visions que vous venez de nous présenter, j'ai cru comprendre que vous étiez plus enclin à encourager la première, à savoir l'EHPAD qui va vers le domicile, sous réserve en gros de veiller au soutien politique. Ou est-ce que c'est une synthèse peut-être un petit peu trop caricaturale et je déforme vos propos? Non, je pense qu'il n'y a pas un modèle unique qu'il faut favoriser. On peut avoir un territoire, en particulier en milieu rural, où il y a peu de professionnels, où on va les trouver plutôt avec l'EHPAD et avec une sécurisation de leur parcours professionnel dans ce cadre-là, et donc permettre que cette équipe soit enrichie pour pouvoir irradier autour, malgré les distances. Ailleurs, notamment en zone urbaine, c'est un secteur de ville qui se mobilise pour pouvoir donner des soins de qualité à domicile. Alors, avec une bonne relation avec l'EHPAD, parce que si la situation devient trop compliquée, qu'on puisse avoir une voie de sortie qui ne soit pas que les urgences hospitalières, mais que ça soit surtout une volonté du réseau des acteurs. Et dans les 2 cas, qu'on soit en appui. On peut tout à fait imaginer une situation... Là, par exemple, l'EHPAD, on leur donne 150 000, ils ont besoin de 300 000. Bon, alors on a fait économiser 150 000 de je ne sais pas quoi, peut-être qu'il faut leur donner 300 000. C'est ça, aider. S'ils ont besoin de 300 000, c'est justifié, mais donner 150 000, bon, voilà. Donc c'est plutôt dans ces logiques-là que je pense qu'il faut qu'on aille, et pas imposer à une EHPAD en disant « vous n'avez pas envie d'aller à domicile », eh bien si. Et je signerai votre CEPOM que quand vous irez à domicile. Parce que ça ne marchera pas. Et si on a un système qui est complètement verrouillé, on voit avec l'exemple suédois ce que ça peut provoquer en fait. Il faut toujours se dire que quand on s'occupe bien des personnes âgées avec un système bien propre, on crée un système d'exclusion. Parce que l'arrière-fond, c'est l'agisme. Donc on n'a pas intérêt en fait à faire une gériatrie qui soit en vitrine et bien organisée.
il faut qu'elle soit à l'image de la longévité et du vieillissement, diffuse dans la société. C'est vraiment important. Bon, je clôturerai, puisque vous avez remercié toutes les équipes du secteur des EHPAD. Je voudrais, au nom de tout le monde, remercier aussi l'accès pour nos Covid dans les différents services hospitaliers de Nantes. On a eu des accès très faciles et je tenais à vous remercier au nom de tout le monde. Étant de permanence sur la France, je me suis aperçu qu'on était vraiment des privilégiés dans l'Ouest. Alors il faut remercier très clairement toute l'équipe du professeur Laure de Decker, Guillaume Chaplet, Anne-Sophie Bourreau et tous les médecins, et puis un jeune directeur, Thomas Véron. Ils ont fait un boulot fantastique.